Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast, deuxième saison de On jase piano avec. Et aujourd'hui, on jase avec une pianiste très talentueuse, Amanda Kuhn, que j'ai découvert sur Instagram parce qu'elle faisait des reels et des petites vidéos de comment jouer, comment pratiquer le piano et comment bien gérer son temps, comment des techniques d'enseignement aussi, puis aussi même j'ai vu qu'il y avait des vidéos de musique de film comme Interstellar, puis ça j'aimais beaucoup. Et puis c'est pour ça que j'ai voulu t'avoir sur le podcast, puis ça donnait aussi une couleur différente là, des autres invités, c'était plus musique classique. Donc bonjour, puis bienvenue à ce premier épisode d'On jase piano avec, et puis merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi, c'est un grand honneur. J'ai accompagné ton travail récemment et ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Super. On va commencer par le tout début. À chaque fois, je commence de la même façon. J'aimerais savoir comment tu as commencé le piano, puis quels étaient tes premiers pas à l'instrument, puis qu'est-ce qui t'a mené à vouloir apprendre la musique, à faire des cours et tout ça. Bon, moi, j'ai pas de musicien dans ma famille. Par contre, quand j'étais jeune, mais assez tard pour le milieu de la musique classique, vers 11 ans, j'ai trouvé un petit piano électrique, il y avait juste 6 octaves chez ma grand-mère. Et puis apparemment, c'était un petit clavier où ma mère prenait des leçons de piano quand elle était jeune, mais elle a abandonné. Et puis, j'ai commencé à pianoter et j'ai très facilement joué des petits airs que j'apprenais à la chorale à l'école. Donc ça m'a passionnée. Et j'ai toujours écouté de la musique chez moi à la maison, même s'ils n'étaient pas musiciens dans ma famille, ils adoraient la musique classique aussi. Et donc quand j'avais 11 ans, j'ai vraiment commencé à pratiquer le piano. J'ai eu des profs privés et puis on a décidé de me mettre dans une école. Je suis brésilienne, donc une école à ma ville qui est Rio de Janeiro, Rio. Donc j'ai commencé à l'âge de 11 ans plus ou moins à pratiquer le piano et j'étais vraiment passionnée. Puis ensuite, c'est qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir poursuivre à des études avancées après à l'université? Je pense que tu es diplômée aussi de l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Exactement. Ouais, tu avais des professeurs qui étaient Ronald Silveira et Luis Cenis. Exactement. Ouais. Bon, je pense que j'ai toujours eu une approche très saine avec la musique et l'instrument. J'ai jamais été forcée de pratiquer l'instrument, donc c'est venu assez naturellement. Comme j'écoutais toujours la musique, j'adorais le piano, j'ai commencé à prendre des leçons et je me suis rendu compte que j'adorais faire ça. Je me souviens pas de moment où j'ai décidé de le faire en tant que profession. Juste, je le pratiquais et les années se passaient et ça devenait de plus en plus sérieux. C'était un peu naturel en fait. Je ne me suis jamais posé cette question, mais ça arrivait assez naturellement. J'ai fait un petit conservatoire à Rio, à l'école Villa-Lobos. C'était le nom de l'école. C'était mon premier contact avec la musique. J'ai eu une prof exceptionnelle à l'époque qui a piqué ma curiosité, Eliane Haas. Et tout a commencé là, en fait. J'ai ensuite initié un premier cycle à l'Université fédérale de Rio avec Juan Silveira. Et mon dernier prof à Rio, c'était Luis Henrique Cenis, qui est malheureusement décédé lors de la Covid. Et c'était vraiment très dur pour tous ses élèves. C'était un prof très influent au Brésil et qui a changé ma vie vraiment, qui m'a vraiment inspirée. Il m'inspire toujours.
jusqu'à aujourd'hui. Parce que là-bas, le fonctionnement des conservatoires, est-ce que c'est un peu comme en France ou est-ce que il y a beaucoup de conservatoires ou il y a juste un conservatoire et c'est difficile d'y entrer, il y a des auditions à faire? Il y a des auditions à faire. Je ne sais pas s'il y en a autant. Moi, à Rio, c'est le seul que je connais, c'est conservatoire. C'est vraiment, c'est pas un premier cycle, c'est avant. Oui, c'est juste exactement. Mais je pourrais pas dire. Je pense pas qu'il y en ait autant comme ça, comme en France. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est sûr, il y a un examen qu'il faut passer. Ouais. OK. Puis là-bas, ils enseignent juste uniquement la musique classique ou il y a aussi de la musique brésilienne, jazz? Quel genre de musique? Donc moi, j'ai suivi une formation en piano classique, en musique classique. Mais c'est sûr qu'au Brésil, l'influence de la musique populaire, donc les rythmes brésiliens, la samba, la bossa nova, la musique populaire brésilienne est très 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 forte et des instruments typiquement de la musique populaire comme bandolim, pandeiro, ce sont tous des instruments qu'on joue au Brésil. C'est sûr qu'ils font aussi partie du programme de ces conservatoires et de l'université. Bon, ça fait partie de notre culture au Brésil, mais bien sûr qu'on mélange un peu les deux. Et c'est ça qui est vraiment, c'était vraiment bizarre à l'époque parce que je travaillais mes Chopin, mes Beethoven, mes Debussy, et j'étais entourée par le samba et la bossa nova et tous ces rythmes populaires qui n'ont vraiment rien à voir. Et c'était vraiment intéressant comme mélange. C'est drôle parce que ici, au Québec, la façon que ça fonctionne, c'est on doit jouer, je me rappelle à l'examen de baccalauréat, licence, baccalauréat, on doit jouer une pièce québécoise ou canadienne plutôt, puis même à la maîtrise aussi, sauf que c'est des pièces savantes, donc c'est des pièces de compositeurs comme Jacques Etu, Denis Goujon, donc des compositeurs québécois, mais de musique classique, contemporaine, mais on n'a pas, mettons, joué une pièce de Gilles Vigneault, par exemple, ou de folklore québécois ou canadien. C'est sûr qu'on a des compositeurs de musique classique au Brésil. On a Garapé, Almeida Prado, on a Villa-Lobos, qui était une figure très très influente, la plus connue, mais on a plein d'autres à part Villa-Lobos. Donc c'est sûr que ça faisait partie du programme obligatoirement. Il fallait jouer des compositeurs brésiliens aussi parce qu'on a très très belle musique classique brésilienne et une très belle musique populaire brésilienne également. Moi je connais, mais c'est pas brésilien du tout, c'est Darius Milhaud qui a composé des musiques inspirées des rythmes de là-bas. Là, donc, c'est vrai, c'est vrai. Je sais pas s'ils le mettent au programme là-bas. Pas vraiment, pas vraiment. Ça reste une musique française exotique. Oui, exact. Donc c'est vraiment intéressant. Tu as aussi participé à plusieurs concours de piano. Tu as gagné des prix dans des concours internationaux, dont prix de meilleur interprète de la musique moderne au concours de piano de Musiart. Je ne sais pas comment le prononcer, là, mais Niteiro. Première place au concours de Ituiutaba. C'est une ville au Brésil, dans un autre état au Brésil. Et oui, c'était dans ma jeunesse, j'ai fait quelques compétitions. C'était vraiment une expérience intéressante. C'était mes premiers contacts en fait avec les compétitions à l'époque. J'ai fait des compétitions comme soliste pour jouer avec l'orchestre de UFRJ à mon université. Et c'était une expérience très importante, je pense, de participer à des concours et préparer, monter un répertoire devant un jury. Ça a construit vraiment ton répertoire et ta technique en tant que pianiste. Et puis c'était des programmes, c'est les mêmes programmes qu'au conservatoire, classique? Ouais, ça suivait vraiment le programme européen. Généralement, quand on fait, je veux dire, le choix des pièces, donc un bac, une étude, sonate, pièce romantique, généralement une pièce de compositeur brésilien. Un prix spécial ou des fois composé, une commande. C'est ça. Et comment tu voyais, bon, c'est hyper formateur, et comment toi, avais-tu une manière spéciale de te préparer pour ces concours différemment d'un concert? Est-ce que tu préparais tes programmes vraiment à l'avance ou tu y allais plutôt avec ce que tu travaillais dans le moment? Comment tu voyais ça? C'est sûr qu'à l'époque, j'avais pas les connaissances de techniques de pratique que j'ai aujourd'hui.
Donc j'étais vraiment jeune à l'époque et je me préparais comme je pouvais, mais c'est sûr que j'essayais de prendre le plus d'avance possible et généralement prendre des pièces que j'avais déjà jouées quelques fois en concert, parce que c'est sûr que quand on joue en compétition, c'est un autre niveau de stress. C'est pas comme un récital, un examen de fin de trimestre. Tu as d'autres excellents musiciens qui sont là avec toi, qui veulent ce prix aussi. Donc c'est sûr que le stress, c'est 3 fois pire. Donc vaut mieux prendre des pièces qu'on est vraiment beaucoup plus à l'aise et les retravailler. Oui. Puis est-ce que tu en as fait, est-ce que tu en fais encore ou est-ce que tu en as fait juste Non, plus jamais, honnêtement. J'en ai plus jamais. Depuis que je suis venue ici au Canada, j'ai arrêté complètement. Le dernier que j'ai fait, c'était avec le concerto de Bartók pour jouer avec l'orchestre. Malheureusement, c'était l'époque de la Covid. J'ai pris la première place, mais j'ai jamais joué de concert, malheureusement. Parce que c'est la Covid, exactement. Ils n'ont pas remis après non, c'est jamais passé. Peut-être bientôt dans le futur, on pourra refaire ça, mais au Brésil, la Covid, ça a vraiment été... Enfin, partout dans le monde, mais c'était catastrophique. Oui, au Brésil, on se rappelle les chiffres. Et tout le monde était... ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas quand ça allait finir. Et c'était incontrôlable, c'était la fin du monde, vraiment. Puis ça, ce concours-là, c'était au Brésil ou à Montréal? C'était au Brésil. C'était juste avant que je parte pour faire ma maîtrise ici. Ah, voilà, OK. Puis donc, tu es arrivée à Montréal en quelle année exactement? Je suis arrivée J'étais censée arriver en automne 2020, mais je suis arrivée début 2021, vers mai, le printemps. Et ça fait déjà un bout de temps que je suis là, j'ai fini ma maîtrise, je commence mon doctorat. Puis est-ce que la façon d'enseigner ici, est-ce que c'était un peu différent? Est-ce qu'il y a eu une adaptation à faire au début? Il y a toujours une adaptation à faire quand on change de prof, qui est naturelle, parce que chaque prof j'ai passé par 3 ou 4 profs toute ma vie, donc c'est sûr que chaque prof a son approche différente. Par exemple, mon premier prof, il avait une approche très psychologique, la préparation psychologique du pianiste. Mon deuxième prof, il était vraiment beaucoup technique. Paul Stewart, il travaille beaucoup avec l'anatomie, donc il nous expliquait tous les termes et c'était vraiment très formateur pour moi. Maintenant, mon prof, il me fait vraiment faire attention à l'écoute, surtout en musique de chambre, parce qu'on a non seulement notre instrument, mais on doit aussi faire attention à ce que proposent les idées musicales de l'autre ou des autres instruments qu'on accompagne. Donc c'est vraiment complet, je trouve. Il y a toujours une adaptation, mais c'est pour le mieux, je trouve. C'est très formateur. Puis est-ce que tu préfères jouer en musique de chambre ou en soliste? C'est sûr. Oui, je me suis retrouvée en musique de chambre. C'est parfait, vraiment, c'est tout ce que j'aime. J'adore travailler en collaboration. Et le répertoire est juste magnifique. Je sais qu'on a un très bel répertoire pour piano solo, mais le répertoire de musique de chambre, c'est incroyable. Surtout en ce moment, je me spécialise en répertoire de cordes, violoncelle plus spécifiquement, et j'adore ça. Je suis vraiment très... Je pense que tous les musiciens devraient faire obligatoirement de la musique de chambre, même s'ils veulent suivre une carrière en solo, parce que c'est extrêmement formateur, c'est incroyable, comme ça travaille ton écoute et... à Montréal, on fait un peu, on fait aussi, je sais pas, à Rio aussi, vous faisiez aussi la musique de chambre. On en faisait un peu, mais pas autant comme je le fais en ce moment ici. C'est sur un concours en musique de chambre. Parce qu'il y a aussi des musiques contemporaines, des fois aussi. Je sais pas si tu as déjà fait de la musique pour petit orchestre contemporain avec un chef, ou la musique baroque, clavecin. Je fais des cours de clavecin en ce moment. Ça fait partie de notre programme en accompagnement. L'accompagnement baroque se continue. Mais c'est vrai que le plus proche que j'ai fait de musique contemporaine, c'est l'époque où j'ai travaillé avec mon groupe de piano préparé, piano orchestra. Ah oui? Ah oui, on peut en parler de ça, justement. Donc oui, c'est un style vraiment différent. C'est un groupe expérimental. Piano orchestra. Et il a été reconnu internationalement. Il y a 5 pianistes qui explorent un répertoire varié, piano préparé.
Et vous avez joué dans les grandes scènes dans le monde, donc le Concerthaus de Berlin, le Festival de la Roque d'Anteron en France, le Festival Rio, le Festival de Montreux à Rio, Jazz Festival. Ouais. Comment s'est faite cette rencontre? 5 pianistes, parce que j'ai vu, bon, on va l'écouter tantôt, la pièce Pharaon Brasil. Pharaon Brasil. Et ouais. Comment est venue la rencontre ou l'idée de faire parce que j'ai vu que vous étiez 3 sur le même piano à jouer, mais en plus il y avait 2 autres personnes qui tiraient, je pense, une corde, puis quelqu'un faisait la percussion dedans. Comment ça s'est fait? Ouais, c'était honnêtement une des expériences les plus incroyables en musique que j'ai vécues. C'est un groupe expérimental. En fait, quand Klaus Judausberg, qui est le directeur en fait, du groupe, il m'a invité à faire partie du groupe. Le groupe, il existait déjà depuis quelques années, depuis 12 ans, d'expérimentation et d'essais. Donc l'idée du groupe, en fait, c'est d'explorer toutes les possibilités d'un piano, mais vraiment toutes les possibilités du piano en tant qu'instrument percussif, non seulement les touches, mais en bas du piano comme une percussion ou la manipulation des cordes. Mais ce que je trouve génial dans ce projet-là, c'est qu'on travaille toutes sortes de répertoires, honnêtement, et on essaye d'imiter des sonorités différentes, d'où le nom du groupe piano-orchestre, parce que en fait, ça veut imiter tout un orchestre en fait, de sons et d'instruments différents. Et on travaillait notamment beaucoup de répertoires brésiliens, de rythmes populaires brésiliens, qu'on adaptait dans la structure d'un piano préparé. Et on travaillait de répertoire international, pop, classique, on faisait de tout. Queen, à des compositeurs brésiliens classiques, à Erik Satie, vraiment toutes sortes de compositions possibles avec toutes les sonorités imaginables. Et les répétitions, c'était vraiment une expérience à part parce qu'on créait les arrangements ensemble, mais on savait pas toujours ce qui était réalisable ou pas. Parce que justement, on essayait de travailler toutes les possibilités du piano. Donc, si je fais ça, ah tiens, ça crée un son, je pourrais faire ça, ça, ça. Donc, c'était vraiment un processus de création, de collaboration en groupe qui était génial. Est-ce que vous en faites encore des concerts? Est-ce que vous êtes toutes réparties dans le monde? Non, nous sommes... Ils habitent toujours à Rio, ils travaillent à Rio, ils font les répétitions. Malheureusement, j'ai dû quitter le groupe parce que j'ai continué ma vie ici au Canada. Il faut l'inviter à Montréal. Oui, c'est sûr. Festival de jazz. C'est sûr. Mais c'était, je pense que j'ai travaillé avec eux pendant 2 ou 3 années qui étaient vraiment incroyables. C'était ma première expérience de faire des tournées, par exemple, et avoir un vrai contact avec le public que généralement... On a beaucoup moins quand on travaille notre maîtrise ou notre premier cycle baccalauréat. On est vraiment plus concentré dans notre salle d'études. Tout à fait. Et généralement, c'est difficile d'avoir des occasions de se présenter hors du programme de la faculté. Sauf quand il y a des examens ou des compétitions comme ça. Donc c'était vraiment une expérience incroyable qui m'a fait... réaliser, c'est vrai qu'on ne pratique pas juste pour nous-mêmes et pour les examens, c'est vrai qu'on fait ça parce qu'on veut communiquer tout ça et toucher un public qui nous écoute. C'est créatif aussi. Oui, très créatif. Interpréter, c'est créatif aussi. Donc, il faut apporter nos idées musicales, une interprétation personnelle, mais aussi de pouvoir aller dans quelque chose aussi libre. C'est sûr, puis d'inusité aussi. C'est pas tous les jours qu'on voit 5 personnes sur un piano. On peut voir, mettons, 2 ou 3 pianos, ça arrive ici. On a eu les Hartford 6 pianos qui font des concerts. Mais sur le même piano, c'est spécial. On peut peut-être, on va l'écouter ensemble, puis on en rediscutera un peu après. C'est super.
c'est super, super bon. Et c'est impressionnant aussi de... Mais c'est ça, je me demandais, est-ce que tout est écrit ou il y a un peu d'improvisation? Parce que quand même, dans les parties de piano, des fois, vous jouez à l'octave, donc ça doit être vraiment tout écrit. Alors, c'était pas tout écrit parce qu'il y a certaines choses qu'on peut juste pas écrire. Oui, comme donc, l'accord ouais. de... Bah oui, bah, les partitions qu'on faisait, nous, elles étaient vraiment très bizarres parce que comme tu peux le remarquer en regardant la vidéo, une seule personne, elle a comme un circuit à faire. Et c'est ça que je trouvais super intéressant, qui m'a fait beaucoup travailler la stage presence en fait, parce que ça m'a donné vraiment une conscience que c'est une performance, donc il y a tout ton corps qui joue, c'est pas juste la musique. Oui. Et on avait des chorégraphies, donc une seule personne pouvait commencer la pièce en jouant et puis elle allait faire une percussion ici, puis elle allait descendre et puis revenir. Donc en fait nos partitions c'était vraiment tout ce parcours là. C'était du piano et puis un petit texte et puis un rythme et puis des indications de performance, bouger le bras comme ça, ou alors des indications pour préparer un outil pour un autre pianiste qui n'avait pas le temps de tout préparer. Donc parfois on faisait les préparations en avance quand on avait le temps pour une autre personne qui allait arriver en vitesse pour jouer un rythme ou faire une partie de percussion. Donc il y a une mise en scène. Exactement. Puis même en jouant, c'est pas juste, c'est comme quand tu parles qu'il y a un bras comme ça, c'est juste pour... C'est juste chorégraphique vraiment parce que vraiment toutes les façons d'engager le public et c'est vraiment une immersion dans un spectacle. Ouais, c'est un vrai spectacle et c'est quelque chose que depuis j'ai essayé d'appliquer même dans mes performances solo. Et comme c'est vraiment beaucoup plus engageant pour le public, parce que c'est vrai que généralement on joue à un public savant, mais il y a plein de personnes qui n'ont pas de connaissances avec la musique classique et qui peut être un peu plus compliqué à embarquer dedans, exactement. Donc moi je crois que ça fait aussi partie du travail de l'interprète à penser à la diversité de ton public et les façons de mettre en valeur cette œuvre là, que tu es en train de présenter. Ouais. C'est ça, c'est la balance à trouver aussi entre en faire trop, puis en faire juste assez, ou de ne pas en faire du tout. Là, c'est pas mieux, parce que si on joue l'heure de la fugue de Bach, c'est comme un peu flat, ou c'est comme, on joue bien la musique et tout, mais c'est vrai que quand c'est pour un concert, puis c'est public, il y a autre chose. C'est comme, on fera pas, comme on en discutait, on fera pas la même chose si on enregistre un podcast juste le son ou la vidéo. Ben oui, c'est sûr. Il y a d'autres enjeux qui rentrent en ligne de compte. Et ouais, c'est ça, parce que des fois aussi, on a, les puristes, ils diraient, ah ben non, c'est la musique qui doit dicter le mouvement, mais oui, en théorie peut-être, mais c'est vrai que si... puis même pour le son, je pense, puis pour la respiration, ces mouvements-là, ça doit aussi donner un autre point de vue ou une autre façon d'approcher. C'est que... des fois, bon, oui, il y a l'idée de la chorégraphie, mais musicalement, ça peut peut-être aussi donner quelque chose de plus. C'est une discussion de nos jours qui est très hot topic, disons comme ça. Et surtout, je me rends compte que parmi les pianistes, surtout les pianistes, on a une conscience corporelle qui n'existe presque pas, à vrai dire. On n'est pas demandé comme les chanteurs ou les instruments avant à penser à notre respiration, par exemple. Et donc, ou alors on ne joue pas un violoncelle où vraiment on embrasse l'instrument. Non, il y a quand même une distance de l'instrument. Et il y a ces deux équipes-là, vraiment, comme tu dis, de ne pas bouger du tout pour remettre en valeur l'œuvre. Mais honnêtement, je pense qu'il faut faire confiance à l'interprète. Bien sûr qu'il y a une balance, bien sûr que tu as des interprètes qui font disparaître la musique et qui sont vraiment des showmen. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point notre corps peut changer notre interprétation et peut changer la façon dont on sent la musique, qu'on ressent la musique, qu'on l'interprète physiquement. Et surtout, la façon dont ton public la reçoit, ça change complètement. On ne joue pas juste avec nos doigts, on joue avec tout notre corps. Et la musique, elle touche tout cet appareil-là parce que c'est une performance, exactement. C'est pas un enregistrement. Tu es là, on stage, et tout est une performance. D'ailleurs, on parle
vidéo, tu sais, voilà, de mouvement. Mais comme j'ai dit au début, moi, je t'ai découverte sur Instagram au départ. Et t'as vraiment beaucoup... Ça a été vite que tu m'as raconté, mais t'as genre plus que 23 000 followers déjà. Ouais. Puis... c'est ça, comme je disais, tu donnes des astuces pour travailler mieux, maximiser son temps. Comment ça t'est venu cette idée de vouloir faire des petites capsules comme ça? Parce qu'il faut maîtriser aussi, bien filmer, s'enregistrer, tout ça, parce que des fois, certains pianistes vont se concentrer sur leur métier de pianiste, mais aujourd'hui, il faut être capable de développer d'autres compétences pour que notre art puisse atteindre les gens. Surtout que les salles de concert, c'est difficile maintenant à aller chercher un public et tout. Les réseaux sociaux, ça a pris vraiment une grande importance. Donc je me demandais, toi, qu'est-ce qui t'a inspiré à vouloir faire ça? Comment ça s'est fait? Ouais, bah, je vois la tendance de plus en plus de regarder la musique et non pas simplement de l'apprécier et l'écouter. On passe de plus en plus d'heures face à un écran et de moins en moins de personnes vont aux salles de concert. Et honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on doit aimer ou pas aimer. Ou ça serait quoi l'idéal, ou ce serait quoi ce qu'il fallait éviter. C'est juste une tendance naturelle qui arrive. Une transformation très importante dans mon point de vue dans le monde de la musique classique. Et je pense qu'en tant que musicien, on devrait commencer vraiment à chercher notre public et regarder c'est quoi les tendances du public, où sont les personnes en fait. Parce que je vois vraiment beaucoup de cette tendance à éduquer un public pour un certain style de musique, disons la musique classique, la musique de concert, comme on dit, la musique savante. Mais encore une fois, quel public tu es en train de construire? On voit, du moins de mon expérience à Rio, dans les salles de concert, moi j'étais une étudiante en musique classique, mais la grande majorité des personnes que je voyais dans les salles de concert, c'était une autre génération, c'était des personnes avec un âge plus avancé, des madames et des messieurs, et on voyait que moi et quelques collègues plus jeunes qui regardaient ces concerts. Et honnêtement, la musique classique, c'est quelque chose de si merveilleux qui a transformé ma vie, et je trouve ça dommage qu'on laisse ces barrières-là nous empêcher de partager ça avec plus de gens. Donc je pense vraiment qu'on devrait commencer à regarder qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, et pas ce qui devrait être idéal, mais où sont les personnes et quelles sont les nouvelles façons que nous, en tant qu'interprètes qui aiment cette musique et qui voient à quel point c'est quelque chose de précieux et qui veut maintenir toute cette culture vivante de nos jours, qu'est-ce qu'on peut faire pour la réinsérer dans notre culture et notre réalité du XXIe siècle post-pandémie? Il y a encore ça, il y a tellement de musiciens et de professeurs qui ont juste perdu leur emploi parce que il n'y a plus de public. Même cette vidéo, c'est intéressant parce que c'était une expérience très bizarre parce que c'était enregistré pour la télé et bien sûr on n'avait pas le droit d'avoir un public parce que c'était la fin de la pandémie. Donc on portait toujours des masques pour la sécurité et c'était tellement bizarre de ne pas avoir d'applaudissements à la fin du concert. On finissait en grande beauté avec un waouh, la fin spectaculaire et il n'y avait personne pour nous applaudir. C'était qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant on passe à la prochaine pièce. Mais oui, justement, c'est un peu venu de ça, cette initiative, ce projet un peu personnel. À vrai dire, j'ai commencé sans aucune intention de transformer ça en une plateforme plus grande comme elle est devenue, avec plus de 23 000 personnes qui accompagnent, qui m'envoient des messages et un partage et beaucoup d'étudiants, beaucoup de musiciens. Mais quand j'ai commencé, c'était tout simplement avoir un espace pour moi-même. J'apprenais plein de choses incroyables. Je suis toujours une élève et je serai une élève jusqu'à la fin de ma vie. On finit jamais d'apprendre des choses en musique. Et je voulais juste ranger tout ça, organiser tout ça, ces petites vidéos de mon progrès, tout simplement pour moi-même. Et je voulais le garder dans un seul endroit pour ça. Finalement, ça intéressait plus de gens que je pensais. Et ça a aidé plein de gens, en fait. Et ça m'a fait réaliser tellement de choses en tant que musicienne
à quel point nous les musiciens, c'est très intéressant parce qu'on fait de la musique, c'est pour le partager. Et on a tellement peur, on se sent tellement vulnérable et on a tellement peur du public, de se mettre devant un public. Et je connais tellement de musiciens incroyables, qui sont tellement inspirants, mais qui ne pourraient jamais mettre une vidéo de leur pratique. Même, on attend toujours ce perfectionnisme, ce moment idéal. Je pense que tu avais une vidéo, tu disais good is good enough. Exactement, mais oui, ça sera. Il n'y a pas un moment où ta pièce ou ta présentation sera finie. Même Horowitz, Martha Argerich, c'est un processus qui dure toute ta vie. En fait, c'est tout ce qu'on a, c'est le processus, c'est la pratique. Ça sera comme ça pour le reste de ta vie. Donc, mieux vaut commencer à le partager maintenant parce que ce que tu fais présentement et qui n'est pas suffisant pour toi, c'est incroyable pour quelqu'un d'autre. Et ça ne sera jamais suffisant pour toi, justement parce que tu travailles et tu fais du progrès. Donc l'endroit que tu veux atteindre, ton but, il sera toujours devant où tu es en ce moment. Ouais, puis faire confiance à toutes les années d'études, les études supérieures, maîtrise, maintenant tu es en doctorat, donc aussi faire confiance que, bon, je pense que j'ai atteint un certain niveau, une compétence, faire confiance que c'est assez bon, puis... Ouais, en tout cas, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, je pense que c'est ça, je suis pianiste aussi, puis tu sais, moi aussi, je trouve ça difficile de comme mettre des trucs, c'est comme tu t'exposes, puis des fois aussi, on s'imagine toujours être jugé plus qu'on pense. Puis, finalement, les gens sont juste contents de découvrir ça, puis voilà, je pense que c'est vraiment un problème qui est généralisé là, dans les musiciens classiques, peut-être plus, parce que peut-être les musiques populaires, c'est davantage axé sur ce partage-là, tandis que le classique, on pratique des mois, des semaines sur les mêmes morceaux pour les parfaire et tout. Puis on joue à un concert dans une salle précise une fois, des fois. C'est pas une tournée, c'est rare que c'est une tournée de 30 concerts. C'est comme une fois ou 2 fois, après ça, un autre programme. Donc, c'est pas évident. Et je sais aussi que tu enseignes le piano depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, tu enseignes la méthode Suzuki, Shinichi Suzuki, qui s'exprimait comme ça sur la musique. Enseigner la musique n'est pas mon objectif principal, je veux créer des bons citoyens. Est-ce que tu peux nous parler de cette méthode? Oui, bien sûr. En fait, j'ai fait une spécialisation quand j'étais au Brésil, où j'ai eu mes premiers contacts avec la philosophie Suzuki. En fait, c'est même, on n'appelle même pas une méthode, mais c'est une philosophie d'enseignement. C'est une philosophie, c'est une méthode qui a été développée par Shinichi Suzuki, qui était un pédagogue et un violoniste japonais au Japon. Et à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon il était vraiment complètement détruit. Oui, j'ai vu le film Oppenheimer récemment. Puis oui. Non, exactement. Donc, le Japon était dans cet état-là. Il y avait beaucoup d'enfants, en fait, qui ont perdu absolument tout, même leur famille. Donc, Suzuki, c'était comme une façon de reconstruire sa communauté à travers la musique. Donc, je trouve ça tellement... C'est tellement une belle philosophie qui met la musique au-delà de la simple technique, de l'aspect technique de jouer un instrument. C'est beaucoup plus que ça et c'est quelque chose que je crois vraiment dans ma pratique, que la musique, elle a vraiment un pouvoir de changer nos vies, de nous transformer et de nous transporter ailleurs. Et c'est vraiment un outil formateur comme citoyen, c'est comme Suzuki le disait, il le croyait, c'est une pratique qui peut t'enseigner tellement de choses comme la résilience, face à la difficulté, gérer le stress, l'anxiété, la frustration, la discipline, l'organisation, la vulnérabilité de se présenter devant un public et de continuer à chaque jour à pratiquer, même si tu ne vois pas le progrès, mais le progrès est toujours là. Donc c'est tellement de qualité qu'on travaille avec l'enfant. C'est sûr que Suzuki, c'est une méthode qu'on travaille avec les enfants, mais dont les piliers peuvent être applicables aussi avec les adultes à n'importe quel âge en fait. Mais c'est quelque chose qu'on essaye de travailler depuis l'enfance, chez l'enfant. C'est de
comment avoir une pratique, une routine de pratiquer, comment créer des habitudes, comment gérer son stress, comment travailler en équipe. Le Suzuki, c'est aussi connu pour avoir des leçons en groupe. Donc, on réunit tous les élèves, on les fait jouer face à son élève, comment se présenter devant un public. C'est vraiment très joli comme méthode. C'est assez complet. Oui, vraiment. Il y a un aspect social que je trouve très intéressant et que je ne vois pas ailleurs, en fait, d'entendre l'autre, de travailler avec l'autre. Puis c'était destiné, oui, tu es violoniste, mais ça peut s'appliquer à tous les instruments. Oui, aujourd'hui, de nos jours, tous les instruments ont une méthode Suzuki, violoncelle, piano, même chant. J'ai entendu parler beaucoup, mais j'ai pas appris comme ça. J'ai pas eu la chance. Ça part d'une approche qui s'appelle l'approche de la langue maternelle. Différemment des autres méthodes, on travaille déjà le déchiffrage de la partition ou la technique. Ça part d'un endroit très naturel qui est l'écoute. Tout simplement, Shinichi Suzuki, il a remarqué que le japonais, c'est une langue très difficile. Par contre, tous les enfants japonais parlent japonais parfaitement. Parce que simplement, ça fait partie de son environnement et c'est quelque chose qu'elle entend partout, tout le temps, qu'elle lit partout et tout le temps. Donc, on commence l'approche comme ça, comme si elle apprenait une langue, parce que c'est un langage. La musique, c'est un langage. Donc, on l'a fait écouter beaucoup, toutes les pièces du livre. En fait, il y a un livre, il y a 7 livres avec du répertoire spécialisé Suzuki. Et on les fait entendre tout le temps, les pièces, la playlist de tous les livres. Et on demande, c'est très intéressant parce qu'on travaille beaucoup en équipe avec les parents, tout le support des parents, de créer un environnement. On les dit, écoute, emmène-les à des concerts, fais-lui entendre telle chose. Si vous montrez que vous êtes intéressé à ça, c'est sûr qu'eux aussi vont être passionnés par jouer un instrument. Mes parents, ma mère m'amenait souvent au concert quand j'étais jeune. Mais ça fait toute la différence, c'est clair. Puis aussi de soutien aux pratiques à la maison, c'est pas tous les jeunes qui vont aller instinctivement faire leur demi-heure de travail ou leur heure de travail. Ça prend les parents qui sont derrière puis qui vont donner un peu de discipline pour le bien de l'enfant, là, parce que l'enfant, des fois, il peut avoir tendance à vouloir les jouer puis pas... Donc, c'est sûr. Cet encadrement-là aussi. Bon, on les fait assister à toutes les leçons, par exemple, prendre des notes. Et ils finissent par apprendre un petit peu parce qu'ils sont vraiment investis dans l'apprentissage de l'instrument avec l'enfant. Et je trouve ça intéressant parce que ça les fait remarquer à quel point c'est difficile ce que l'enfant est en train de faire. C'est incroyablement difficile de jouer un instrument. Et de pouvoir faire en sorte que le parent participe à ce processus-là, c'est bien de tous les côtés, en fait. Et en ce moment, pour 2024, quels sont tes projets à venir? Est-ce que comme là tu fais un doctorat à l'Université de Montréal en musique de chambre, est-ce que tu as un sujet de thèse précis, un répertoire? Oui, alors mon projet de thèse, c'est la pratique de l'instrument sans l'instrument. En tant que pianiste collaboratrice qui travaille avec beaucoup d'autres instruments en musique de chambre, j'ai des demandes très serrées. Parfois, je reçois des appels pour accompagner quelqu'un la semaine d'après, le lendemain même. Et j'ai pas toujours accès à un instrument. Donc, développer des techniques pour travailler avec des enregistrements en comparant des interprétations différentes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre avec ça? En regardant la partition, en travaillant le texte et toutes les informations qui sont là-dedans. Et c'est incroyable dans ce travail, cette recherche, à quel point on n'a pas une vraie connaissance de la partition qu'on travaille parce qu'on est tellement occupé à la réalisation technique, à jouer les notes, qu'on finit par laisser de côté toute la musique, en fait, toute la musicalité de l'extrait et les intentions et l'interprétation de la pièce, à vrai dire. Et il nous faut un moment de recul de l'instrument pour réussir à vraiment comprendre c'est quoi l'information musicale derrière ces notations du compositeur qui ne sont pas là par hasard. Il a pris la peine de décrire tout ça. Et quand on prend le temps de lire tout ce qui est écrit et de comprendre, c'est une pièce complètement différente. Vraiment. Non, c'est ça, parce que comme
j'ai enregistré un disque, puis je me suis rendu compte que même après 8 ans que je jouais la pièce, j'avais fait une erreur de texte. Ouais. À certains endroits, puis donc c'est jamais fini de redécouvrir des choses, puis d'y revenir. Ouais. Comme Chopin disait il préférait que les interprètes jouent avec la partition pour être certain de bien faire les indications, parce que bon, il y a une mode à un moment donné de jouer de mémoire. Ça a peut-être commencé, je sais pas exactement quand ça a commencé, c'est pas Clara Schumann qui a commencé à jouer les œuvres des autres, bon, de mémoire et tout. Puis est-ce qu'il y avait une époque où est-ce que la partition, c'était mieux vu de jouer avec la partition, on était certain que l'interprète jouait ce qui était écrit. Et après, il y a eu un grand moment de musique. Les concours, c'est par cœur, on doit jouer par cœur. Et là, il y a un espèce de retour qui revient avec ça. Ouais, c'est sûr. À la partition. Ouais. Mais même plus que ça, je me rends compte que on travaille toujours avec notre instrument, donc dans la position de musicien, d'interprète. Mais peu de fois, on se met dans la position de l'auditeur, de la personne qui t'écoute de loin. Et parfois, il faut qu'on prenne ce recul-là et s'enregistrer, par exemple, travailler son enregistrement et se rendre compte à quel point on ne réalise pas ce qu'on voulait, ce qu'on imaginait. Donc, c'est vraiment l'exercice de prendre ce recul et de voir si on est vraiment capable de réaliser ce qu'on imagine. D'ailleurs, est-ce qu'on est suffisamment créatif, imaginatif dans notre interprétation et à quel point on peut vraiment exagérer ça. Donc c'est se mettre en tant que public, à vrai dire. Est-ce que en 2024, tu vas avoir des concerts de prévus en dehors de doctorat? Je veux de plus en plus me présenter au Brésil et animer la scène musique de chambre, collaboration au Brésil. Nous avons des musiciens incroyables et des compositeurs incroyables. Donc, en ce moment, j'ai un trio avec 2 amis qui s'appelle Trio Peri. Et un duo avec un collègue brésilien qui fait son doctorat à McGill, qui est Guilherme, qui joue le violoncelle. Et on veut travailler ce répertoire populaire, justement, brésilien. Nous avons une influence européenne très forte dans notre musique classique, mais elle est aussi très influencée par les rythmes populaires brésiliens. Et en tant que musicien brésilien, de jouer ce répertoire populaire comme Hermeto Pascoal, qui est le compositeur de Forró Brasil, ou André Memari, qui est une sonate de André Memari pour piano et violoncelle qu'on est en train de travailler. Donc on veut explorer de plus en plus ce répertoire dans la scène classique au Brésil. Oui, j'aimerais qu'on écoute une pièce de toi tout seul au piano, qui est de Kapustin. C'est l'étude numéro 7. Exact, Intermezzo de Kapustin. Que tu as enregistré à Montréal. Oui, c'était pour ma fin maîtrise en fait. C'est une pièce que j'ai jouée. J'aime explorer une variété de répertoires en fait, du populaire au jazz classique. On écoute ça.
vraiment beau. C'est une belle interprétation. Merci. Oui, alors Kapustin, c'est un compositeur russe, mais qui a beaucoup travaillé avec le jazz, en fait, les styles jazz, donc des études, des préludes. J'ai joué aussi un concerto de Kapustin pour 2 pianos et percussions. C'est comme un big band, c'était vraiment très ok, parce que ça ressemble à Bartók, la sonate pour 2 pianos et percussions de Bartók aussi. Oui, oui. Les 2 pianos percussions Kapustin est vraiment jazz. C'est vraiment jazz. Ouais. C'est tellement... une pièce de lui aussi, la Tocatina. Oh oui, oui. Non, son répertoire, c'est incroyable, vraiment. Ouais. Pour moi, c'est une des pièces les plus difficiles que j'ai travaillées, à vrai dire, parce que on est tellement habitué à ce langage du répertoire classique européen. Et quand on se fait face à ces rythmes de jazz et on comprend à quel point de sentir le rythme dans ton corps et de danser avec, parce que ça c'est un stride qui est un style typiquement jazz et ça nous fait vraiment bouger. C'est impossible d'entendre ça et de ne pas vouloir bouger. Et ça c'est quelque chose que j'essaye toujours d'appliquer même en répertoire classique. On a cette distance quand même du corps en répertoire classique beaucoup plus qu'en musique populaire ou en pop ou en jazz, alors que le rythme c'est le corps. C'est la même chose. Donc, j'ai beaucoup appris aussi en jouant le jazz. J'ai beaucoup appris pour mon répertoire classique aussi de sentir tout ce rythme-là dans ton corps pour bien être fidèle et exécuter ce rythme. Il y a du swing dans un Mozart aussi, et dans un Beethoven et un Chopin. Tout est là. La dernière sonate de Beethoven. C'est sûr. Il y a des rythmes comme ça. Il faut sentir le groove à l'intérieur de soi pour bien rendre pour bien les rendre. Puis en terminant, premièrement, j'aimerais te remercier pour tout ce beau partage. C'était vraiment intéressant, inspirant. Puis si tu avais des conseils à dire à des jeunes pianistes qui voudraient faire carrière en musique, on en a parlé un peu tantôt avec le partage sur les réseaux sociaux, mais qu'est-ce que mettons des jeunes au cégep ou qui commencent l'université, quel conseil tu leur donnerais pour poursuivre dans une carrière de musicien? Wow, il y a tellement de choses que j'aimerais dire. Mais honnêtement, je dirais que le plus grand blocage pour les musiciens, c'est partager. C'est se mettre on the spotlight. C'est vraiment difficile. Et quand on attend pour que les choses soient bien, soient parfaites pour les partager, on n'apprend rien. C'est en faisant des erreurs et en partageant cette musique avec des gens et en acceptant des récitals ou en faisant des vidéos même si on qu'on apprend. Prêt, même on ne va jamais se sentir prêt. Tu ne seras jamais prêt. Jamais. Donc commence à partager ça dès maintenant. N'aie pas peur parce que faire face à un public, c'est formateur. C'est d'entendre quand tu joues, quand tu vois un enregistrement et tu vois, pas en jugeant, comme j'ai pas bien fait, mais en jugeant pour apprendre. Ok, j'ai fait ça c'est constructif, exactement. Mais il faut passer par l'expérience de jouer devant un public parce que fin de compte, tu fais la musique, c'est pour partager. Tu ne fais pas la musique pour passer toute ta vie dans un studio. Ça sera toujours un processus, donc partage ça avec des gens et tu vas apprendre dans ce processus de partage aussi. Super. Ben, en parlant de ça, peut-être qu'on peut se laisser sur une vidéo de toi de Instagram. Ben oui, c'est sûr. Qui donne un conseil sur comment bien gérer son temps de travail. D'accord. Puis je pense que c'était plutôt pour la lecture à vue, de la lecture de notes, comment faire le sight reading, des trucs pour mieux apprendre de voir plus qu'une note à la fois. Puis ok, on peut se laisser là-dessus. D'accord, c'est bon. Voilà, si tu es d'accord. Oui, tout à fait. Ok. Ben, merci encore. Merci Amanda, à toi. Puis bonne chance dans la suite de tes projets. Puis tiens-moi au courant de ce qui se passe. Là. Puis bon doctorat aussi. Merci beaucoup. D'accord. Biggest mistake we make when we sight read. You focus on the notes instead of the structure. Think like that. Imagine you have just a roof
walls and rooms, but nothing else inside. You could still call that a house, right? But if you only had a fridge, chairs, and a sofa in the middle of nowhere, you couldn't call that a house. When you stop to fix the wrong note, it's like you're focusing on the furniture of the house instead of the walls and columns that will prevent your house from crumbling. Just like the rhythm, the pulse, and the melody. These are the elements that keep the structure of the piece. And that's where your focus should be. So I still suck at sight reading, but there are 3 tips that have improved my sight reading tremendously. Keep your eyes on the score. Focus on the melody. Keep a slow but steady pulse.